Ici votre animatrice Vanessa Ross. Merci d'être là cette semaine pour l'émission. Aujourd'hui, nous recevons le service de police de Laval, la commission scolaire de Laval qui vient nous présenter 6 nouvelles écoles, le service de bibliothèque qui vient nous parler de leurs suggestions et de leurs coups de cœur, aussi le club le Jacobi qui vient parler de trains électriques. Ensuite, pour votre vitrine communautaire, nous allons recevoir le groupe Amis des Petits Frères de Laval, le Forum social de Laval et Forum Jeunesse Laval. Bonne émission, bienvenue à Laval en bref. On commence l'émission avec le service de police de Laval. Voici l'agent Franco Di Genova. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Bienvenue. On a plusieurs sujets à aborder aujourd'hui. Commençons avec quelque chose de simple, mais de quand même très important. Vous avez une campagne piéton en ce moment. C'est exact. On s'est rendu compte des années passées qu'il y a des piétons, des fois, ils ne regardent pas vraiment la signalisation, puis ils traversent un peu partout dans certaines intersections. Ça a causé beaucoup de problèmes. Exactement. Je vais vous donner quelques statistiques rapidement. En 2011, on a eu 104 accidents impliquant des piétons. Chanceux pour nous, on a eu 98, c'était des blessures légères, c'était pas si grave que ça. Mais on a eu quand même 6, c'était des blessures importantes, où les personnes ont passé quand même quelques mois des hôpitaux. Ah, OK, c'est des blessures vraiment importantes. Exact. Alors, ça, c'est pour 2011. Pour 2012, on me dit jusqu'à la fin du mois d'août, on est rendu à 79 accidents impliquant des piétons, dont 73 blessures légères et 6 blessures graves. Déjà 6 blessures graves. Exact. Ça, c'était jusqu'à la fin août. Fin août. OK. Alors, ça s'améliore pas. Non, puis surtout avec l'hiver, on se dit que bon, avec la glace, c'est encore plus difficile. Il faut être encore plus prudent. Exactement. On ne peut pas toujours se fier que l'auto va s'arrêter quand il faut. C'est ça. Ou un conducteur qui a juste son radio, il prend quelque chose à côté, le banc à côté, il ne porte pas attention à ce qu'il y a devant lui. Ouais. Alors, on a identifié 15 intersections à risque, à problème. Alors, bientôt, on va commencer une campagne de prévention. Exemple, du 12 au 16 novembre, il va y avoir des policiers à ces intersections-là où ils vont remettre des pamphlets, on va essayer de parler avec le monde, leur dire quand traverser, où traverser, même si tout le monde le savent déjà. Donc, c'est juste un avertissement là, du 12 au 16. Exactement. Ensuite, on est dans le trouble. Là, vous êtes dans le trouble. Alors, je vous le dis d'avance, Okay. là, il va y avoir un examen qui s'en vient. L'examen est la semaine du 19 au 23 novembre. Les policiers vont être aux mêmes intersections, sauf que cette fois-ci, on va donner des contraventions. On parle de contraventions, c'est pas énorme, c'est 41 $. Mais si vous prenez le temps de traverser au bon endroit, au bon moment, ça va bien aller. De quelle façon avez-vous ciblé justement ces intersections-là à Laval? Bien, on a un analyste qui a fait le résultat de tous les accidents. On a identifié des autos versus piétons, que ce soit camions ou autos, et on a identifié 15 intersections en particulier. Donc, où il y a beaucoup d'achalandage. Exactement. Exemple. Il y a des écoles. Des cégeps Montmorency, des gens qui traversent pour aller au métro, des Laurentides de quartier aussi, c'est un autre endroit. Ouais. Alors, c'est des endroits où on a des problèmes avec des piétons. OK. Donc là, qu'est-ce que vous allez faire après le 23 novembre? Bien, après le 23 novembre, c'est sûr qu'on va revenir avec les piétons, sauf qu'à compter du 23 novembre, il y a d'autres opérations, exemple, les barrages routiers, le temps des fêtes, mais on va revenir. Mais vous allez aussi placer quelque chose à ces intersections-là pour nous rappeler de votre présence. Exactement. Avec plusieurs partenaires de la ville, exemple, les travaux publics, les ingénieurs, il va y avoir des pastilles, il va être collé sur le trottoir pour rappeler le monde où traverser et au bon moment. Qui dit « Je traverse quand c'est le temps ». Exactement. OK, parfait. Et pour notre prochain sujet, là, c'est assez intéressant. Vous avez fait toute une découverte à Laval, entre autres, là, une organisation de stupéfiants, de drogue. Oui. Et là, vous avez arrêté plusieurs personnes. C'est exact. C'est notre escouade régionale mixte. C'est des enquêteurs, drogue, gangs de rue de Laval et la Rive-Nord, qui ont eu des formations plus tôt cet été, au mois de juin, concernant de la vente de stupéfiants. Alors, une enquête est ouverte. Ça a mis en place des différents moyens d'enquête. Oui. Et plus que les enquêteurs grattaient, allaient chercher de l'information, plus on se rendait compte que c'est plus gros. Le réseau était encore plus gros que vous pensiez. Donc, c'était pas juste à Laval. Exact. Alors, on a demandé l'aide de la Sûreté du Québec. Ils sont embarqués dans le dossier, dans l'enquête, et eux autres aussi se sont rendus compte qu'un instant, c'est pas seulement Laval, c'est rendu interprovincial.
Donc, Ah là, oui, jusqu'où? On a fait appel à la GRC. On est rendu Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick. OK, donc en fait, c'est un réseau de transport. Exactement. OK. Alors, à fin octobre, il y a eu une grosse perquisition. Il y a eu 7 perquisitions en tout, OK. dont Laval, Rive-Nord, Longueuil et Nouveau-Brunswick et Nouvelle-Écosse. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Bon, il y a eu 9 arrestations en tout, 5 femmes, 4 hommes. Et pour vous donner une idée de qu'est-ce qui a été saisi, 50 000 comprimés de méthamphétamine, déjà connu comme du speed. Qui aurait Exact. une valeur de combien, à peu près? C'est difficile à dire, mais on parle, si on met $1 par pilule, c'est déjà 50 000 $. Mais c'est un petit peu plus Mais que je ça. pense que c'est plus qu'un dollar. C'est plus par qu'un dollar, pilule, là. effectivement. Je pense que oui. Il y a aussi 50 000 en argent comptant qui a été saisi. OK. 23 kilos de cannabis, marijuana. 23 kilos, c'est à peu près une cinquantaine de livres. OK. Ça aussi, ça a une valeur approximative de 50 000 OK. Il y a aussi une serre qui a été saisie, une serre de cannabis, où il y a eu Avec plusieurs plantes? 130 plants de marijuana. 130 plants Ouais. matures de marijuana Exact. Alors, qui vous donner valent à une peu près idée, combien, oui? Une plant mature, c'est 1 000 la plant. Oh oui, oui. Faut passer 130 000 en partant. OK. Mais aussi, il y a toute l'opération qui était avec ça. Exemple, les systèmes d'arrosage, les lumières et tout ça. Ça, c'est des équipements qui coûtent extrêmement cher. Donc, tout ça a été Tout ça a été saisi, exact. OK. Autre chose ont été saisies? Il y a d'autres petites affaires, exemple, les téléphones cellulaires, la comptabilité, Oui, tout ça. toutes sortes de... OK. Puis là, qu'est-ce qui va se passer là, prochainement avec tout ça? Alors, il y a 5 personnes qui ont comparu devant le juge. OK. Il y a les 4 autres qui ont des promesses à comparaître. Ils vont comparaître des prochaines semaines devant un juge. Et des accusations ont été déposées. D'abord, on attend à voir les résultats. Qui va plaider coupable et qui va décider d'aller à procès. Très bien. Alors, je sais qu'on ne peut pas parler des gens qui ont été arrêtés, mais il y a quand même quelque chose de particulier dans leur profil. Je réalise que c'est des gens quand même âgés. C'est des gens, écoute, il y en a au moins 4, c'est pas 5 dans les 9 qui étaient arrêtés. On parle de Des grands-mamans, grands-papas, là. 60 ans et plus. OK. Les 4 autres, on parle de 35 à 45 ans. Donc, c'est une façon un peu de passer inaperçu pour ces gens-là. C'est sûr que s'ils conduisent d'un bord à l'autre, C'est ça. ils ne se font pas arrêter pour ça, eux autres. Faisait le transport d'une province à l'autre, puis une personne de certain âge, le policier, ça donne l'impression politique que c'est une personne bien ordinaire. Ça suit la limite de vitesse, puis il n'y a pas de trouble. Ben oui, absolument. Donc là, ça, vous trouvez que c'est important, là? Vous avez mis un peu un frein sur une grosse opération. Vous croyez que ça va pouvoir durer longtemps, le progrès? On espère, parce que c'est quand même beaucoup de matériel qui a été saisi. Oui. Il y a quand même 9 personnes d'arrêtés. Et on m'informe aussi que l'enquête continue. Parce qu'il peut y avoir d'autres arrestations. C'est fort possible. Alors, si quelqu'un a de l'information, c'est notre escouade de journalistes qui sont toujours disponibles. Justement, c'est de cette manière-là que ça a commencé. Il y a une information qui est rentrée sur notre ligne d'info. Et c'est parti de là. D'accord. Et là, les gens que vous avez mis en arrestation pour l'instant, est-ce qu'on sait si c'est des têtes dirigeantes de l'opération? J'ai pas cette information-là, mais on me dit quand même que c'était un groupe quand même assez structuré. Ils savaient comment transporter, où transporter, comment faire Donc, ils vont en venir à bout. Exactement. Très bien, c'est de bonnes nouvelles. Ensuite, on va parler du calendrier Maître Chien. Oui. On en a parlé l'année passée quand c'était sorti. Donc là, c'est sorti depuis le 1er novembre? Depuis le 1er novembre, c'est notre 4e année. On s'est associé encore avec la Fondation Martin Matt, personnes des blessures crâniennes suite à des accidents. Oui. Il y a un de nos policiers, Éric Lavoie, malheureusement, suite à un accident d'autopatrouille, il s'est retrouvé dans un hôpital puis il est décédé suite à ses blessures. OK, donc c'est un sujet qui vient toucher personnellement là, la police de Exact. Laval. Donc, dans le fond, c'est un beau calendrier avec, avec les photos de vos chiens Et maîtres. c'est pas cher, c'est 5 Vous l'avez pour l'année, c'est tous nos chiens, même les chiens qui sont à leur retraite, sont dans le calendrier. Et c'est en vente à tous les marchés IGA sur le territoire de Laval, à tous les postes de police sur le territoire de Laval. Il y a aussi la Fondation Martin Matt, fondationmartinmatt.com. Qu'on peut aller voir pour avoir plus d'informations là-dessus. Ou les acheter par Internet aussi. Ah oui, aussi. OK, Exact. Parfait. Donc là, ça pourrait faire peut-être un beau petit cadeau pour Noël. On pourrait en acheter quelques-uns puis les remettre à la famille. Exact. Alors, merci beaucoup. Hein? C'était très intéressant. Je vous invite tous à aller voir ça. Est-ce qu'il y a une autre façon aussi d'avoir de l'information, peut-être justement sur le projet Coyote? Qu'est-ce qu'il va y avoir comme nouvelle là-dessus? Est-ce qu'on peut aller sur le site de la police de Laval? Bien, c'est une enquête qui est toujours en cours. OK. Oui, il y a eu des arrestations, des perquisitions, mais c'est toujours en cours. Alors, il y a une enquête qui est toujours en cours. Donc, vous regardez les nouvelles. On n'en parle pas trop, parce que, comme je dis, il va y avoir possiblement d'autres arrestations qui s'en viennent. Ah, alors on va rester à l'affût. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bonne journée. Bonne journée.
Je vous présente à présent Mme Louise Lortie. Bonjour. Bonjour. Présidente de la commission scolaire de Laval. Alors, on a une bonne nouvelle aujourd'hui. Là, vous venez nous annoncer qu'il va y avoir 6 nouvelles écoles primaires sur le territoire de Laval. Alors, commençons par parler de l'importance de ces 6 nouvelles écoles. Pour quelles raisons on en a besoin de 6? Bien, parce qu'on est en augmentation de notre clientèle. D'ici 5 ans, il est prévu que 4 000 nouveaux élèves vont arriver à notre commission scolaire. Okay. Évidemment, c'est parce qu'il y a un accroissement au niveau des familles. Il y a plus de familles qui s'installent à Laval. Oui. Les familles ont plus d'enfants. Ah oui. Il y a aussi, au niveau du ministère de l'Éducation, ils ont décidé de baisser les ratios au niveau dans les classes. Donc, moins d'élèves par enseignant. Exactement. Okay. Ce qui fait que ça nous prend plus de classes, évidemment, pour mettre tous les élèves. Oui, c'est une bonne chose parce que ça donne de la possibilité aux enseignants d'être plus disponibles. Oui. J'ai déjà été dans des classes de 32, 33 quand j'étais petite, puis... Ah, ça n'existe plus. Le maximum, c'est 26 maintenant dans nos écoles primaires. Exactement. OK. Et puis là, avec ce changement-là, on va compter à peu près le même nombre d'élèves là, par enseignant, 26? Oui, bien, il y a des différentes ratios par rapport aux âges des élèves. Donc, au préscolaire, c'est différent, la maternelle. Rendu en 6e année, c'est plus d'élèves. Il y a aussi, il faut calculer, depuis 2 ans, certaines catégories d'élèves handicapés qui sont intégrés dans les classes régulières valent plus qu'un élève. Alors, dans certains cas, s'il y a un élève handicapé, au lieu d'être 20 dans la classe comme il devrait être, comme cet élève-là vaut 3 élèves, on peut en mettre que 18. Ce qui fait en sorte que là aussi, ça met une pression sur les écoles. OK, on dit vaut 3 dans le sens que le professeur a besoin de porter plus attention à cet enfant-là au même niveau qu'il porterait à 3 enfants normaux. Bien, c'est comme ça que ça a été décidé par le ministère. Effectivement, c'est un élève qui est peut-être plus demandant. Alors, ça donne la possibilité à l'enseignant d'avoir plus de temps, puis que pour les autres aussi. Donc, est-ce qu'on a une idée à quel endroit ces 6 écoles vont être situées? Oui, il y en a, dans les 6 écoles, il y en a 5 qui ouvriront en septembre 2013, comme je le disais tantôt, puis une en septembre 2014. Donc, pour la prochaine rentrée et l'autre d'après. C'est ça. Il y en a une à Sainte-Rose, il y en a une à la Vallée-Rapide, une dans Chamédé et une école qu'on va transformer, une école qui était pour les élèves avec un lourd handicap, qui va devenir une école régulière. OK. Et qu'est-ce qui va se passer avec cette école-là qui était pour les lourds handicaps, ces élèves-là? Eux seront transférés. On a acquis une école qui appartenait à la commission scolaire Sir-Wilfrid Laurier, la commission scolaire anglophone. OK. C'était l'école Marcel Gauvreau sur le boulevard d'Agenais. Okay. On est en train, on a démoli une partie, on reconstruit. Ça sera prêt même en juin 2013, mais on accueillera les nouveaux élèves en septembre. Vraiment une école adaptée pour leurs besoins. OK. Et celle qui va ouvrir en 2014, on ne sait pas encore à quel endroit elle va être? On veut qu'elle soit... Bien, évidemment, ça sera dans le secteur de Fabreville. On aimerait bien qu'elle soit à l'ouest de la 13 parce que les besoins sont là. Okay. Beaucoup de nouvelles constructions de maisons. Mais bon, c'est à déterminer encore dans les prochaines semaines. Justement, en parlant de construction de ces écoles, combien vont être de nouvelles constructions? Alors, 3 sur 6. On a eu du financement du ministère de l'Éducation pour 3 écoles. Wow! Et ensuite, ceux qui vont être un peu transformés, il va y avoir aussi de la construction là-dedans ou c'est juste la façon que les classes vont être divisées qui change? Ça dépend. Il y en a certains, c'est juste à l'intérieur qu'il y aura des modifications et d'autres, ça sera des plus grandes modifications. Ah oui. Puis est-ce qu'on change le nom des écoles aussi? Bien, les nouvelles écoles, dans ce temps-là, on donne vraiment le choix puis le privilège aux gens qui vont habiter l'école. Le personnel, les élèves, les parents, lorsqu'ils seront rentrés en septembre, de donner un nom. Je suis curieuse. J'aime ça, avoir une idée de comment on va nommer ces écoles-là, c'est bien. Et là, bien sûr, tout ça va permettre à beaucoup de gens d'avoir du travail. On parle juste de construction, là, il y a des gens qui vont avoir de l'ouvrage de ce côté-là, mais aussi il va y avoir plus d'enseignants. Oui, il va y avoir plus d'enseignants, plus de personnel de soutien, des directions, concierges, tout ça. Alors oui, on est générateur d'emplois, dans le fond, créateur d'emplois. Puis, vous savez, c'est 50 millions d'investissements en construction. Et de futurs emplois pour ces enfants-là. Oui. L'école pour avoir des emplois plus tard. Exactement. Et puis là, vous avez une maquette à nous montrer? Oui. Alors, c'est une maquette d'une des écoles que vous allez construire? Oui, bien, il y a 2 maquettes. Il y en a une, c'est la maquette de l'école qui est en construction présentement à Sainte-Rose. Okay. Et puis l'autre maquette, c'est une maquette de la construction de l'école qui sera située à Chamédé. Très bien. Alors, 2 modèles différents qui s'adaptent bien à l'environnement où ils sont situés, parce qu'on doit faire avec les terrains qu'on a aussi.
Génial. Alors, merci beaucoup. Ce sont vraiment des bonnes nouvelles et bonne chance dans ces projets-là. Merci. Bonne journée. Autre sujet captivant aujourd'hui, on est avec le service de bibliothèque de Laval. Bonjour Sophie. Bonjour. Et bonjour Nicole. Bonjour. Bienvenue. Tous les deux, vous allez partager vos coups de cœur. Avec toi, Sophie, on va parler surtout des livres jeunesse. Oui. Et Nicole, on va parler plutôt des romans adultes. Alors, on va commencer justement par le côté jeunesse. Qu'est-ce que vous avez à nous présenter là, pour nous mettre un peu dans l'esprit des fêtes? Oui, j'ai ce bel album ici qui s'appelle La Craie Rose, qui a été écrit par Lily Chartrand et illustré par Marion Arbona. Donc, c'est un album qui s'adresse aux 5-9 ans. Mais ce qui est bien dans les bibliothèques, c'est qu'on a des albums pour tous les groupes d'âge, de la naissance jusqu'au secondaire, en fait. Puis c'est de ne pas se priver du plaisir de lire en compagnie de son jeune. Là. Des beaux moments à partager. Oui. Donc, je vais juste vous raconter un petit peu l'histoire de La Craie Rose. C'est l'histoire de Lily, dont la mère est très malade. Puis, c'est la journée de Noël. Lily n'a pas de cadeau, mais est très contente parce que sa mère a réussi à se lever pour la première fois pendant quelques instants. Puis, son voisin, qui s'appelle Gilles, lui est très mécontent parce qu'il a reçu des craies pour Noël. Puis, il n'est pas content, c'est pour ça qu'il voulait. Il voulait des petits soldats de plomb. Donc, on voit que dans son visage, qu'il n'est pas très content. Mais il se dit, je vais quand même pouvoir rendre mes copains de classe jaloux quand on va retourner à l'école en janvier. Et là, il se met à utiliser toutes ses craies sur le mur, mais il refuse de partager. Et là, ses copains de classe se détournent de lui, sont plus intéressés à le regarder jouer tout seul. Alors, lui, bien fâché, veut jeter sa dernière craie, la craie rose. Mais Léa va lui demander, le supplier, en fait, de la lui donner. Lui va dire, oui, je te la donne, mais contre un bijou précieux. Alors, elle va trouver un morceau de cristal brisé dans des poubelles et va le lui donner. Et avec la craie, Léa va dessiner un beau papillon rose sur la base du lit de sa mère et le papillon va prendre vie et se déposer sur le cœur de sa mère, dont les yeux vont devenir tout brillants. Oh, c'est donc bien. Oui. Donc, un bel album sur l'esprit des fêtes, la bonté, le partage. C'est très beau. Voilà. Parfait. Et pour le prochain, là, on parle peut-être une suggestion pour les petits garçons. Oui, pour les 6-9 ans. Alors ici, c'est Ma petite amie qui a écrit... pas à cet âge-là. Ben oui, on commence déjà. Ben oui. Qui a été écrit par Alain M. Bergeron. Et ça ici, c'est que pour la première fois, Dominique, qui est le personnage principal, s'interroge sur les filles. Qu'est-ce que c'est avoir une petite amie? Sur la couverture, ils se donnent un bisou dans le miroir. Ben oui. C'est drôle. Mais ce qui est le plus drôle, c'est qu'on voit un petit peu ici la main. Il se fait surprendre. La porte s'ouvre. Regarde. Maman, oui, ou sa sœur, on ne sait pas trop, qui va le surprendre. Alors lui, il commence à sentir des sentiments pour la belle Pascale Amélie, qui est une copine de classe d'origine asiatique. Alors, là, à chaque fois qu'il la voit, il perd tous ses moyens. Puis, on se demande, c'est le suspense, est-ce qu'il va réussir à la fin à lui déclarer sa flamme puis à vaincre sa timidité? Alors, c'est une belle histoire, cocasse, puis à la fois pleine de tendresse. Ça. Est-ce que c'est compliqué comme lecture, quand même? Non, ça se lit bien. C'est pour les premiers je vois lecteurs. qu'il y a quand Il y a quand même même, beaucoup d'illustrations, oui, illustrées par gros, Sampard, un illustrateur québécois. Comment? Sampard, l'illustrateur, Samuel Parent, c'est son nom d'artiste. OK, on a à peu près une 60aine de pages. Ah oui, ça se fait très bien. C'est plus petit que ça a l'air. Ben oui. OK. Et ensuite, pour les adolescents? Oui, on a ici La chute de Sparte, qui est écrit par Biz, qui est membre du groupe de musique Locolocas. C'est son premier roman, un roman pour adolescents. Et ce roman-là a gagné le prix du livre jeunesse des bibliothèques de la Ville de Montréal. OK. Donc, dans cette histoire-là, on retrouve Steve Simard, qui est en sa dernière année à la Polyvalente. Et c'est un adolescent qui est très curieux, qui est un féroce critique de la société. Puis il va le comme colocasse un peu. Ben oui, c'est ça. Oui. Donc, il va nous raconter sa dernière année, tout ce qui se passe dans sa vie. Il va critiquer un peu les gens qui l'entourent. Puis, il va aussi parler des difficultés du secondaire. On parle d'intimidation, les grands bouleversements, les drames aussi, parce que l'année va être marquée par la mort d'un joueur de football de l'équipe. Alors, voilà. Pourquoi ça s'appelle La chute de Sparte? Parce que l'équipe de football s'appelle les Spartiates. Ah, OK, je comprends. La chute de Sparte en même temps, parce que c'est à cause de la finale du livre. Donc ça, c'est pour les adolescents? Oui, dès 12 ans. Dès 12 ans? Oui. Parfait. Très intéressant. Merci beaucoup de tes suggestions. Et on va y aller maintenant du côté adulte. Qu'est-ce que vous avez d'intéressant à nous proposer? Bien, moi, je vais vous parler de 3 coups de cœur de la littérature québécoise. En premier, il y a le roman de Myriam Beaudoin, Adassa. C'est un roman qui présente 2 histoires qui se déroulent en parallèle. Il y a le professeur de français Alice qui enseigne dans une école juive orthodoxe
du quartier Outremont à Montréal. Donc, avec Alice, tout au long de l'année scolaire et par le biais de ses 16 élèves, on va découvrir la culture juive orthodoxe. De plus, Alice, elle va développer un attachement un petit peu plus profond avec une de ses élèves, Adassa, d'où le titre là, du livre. Très beau nom. Oui. Parallèlement à ça, il va y avoir une histoire d'amour qui va se développer là, vraiment à pas de tortue entre un jeune immigrant polonais et une jeune juive mariée. Donc, c'est un amour qui est très troublant parce qu'il est impossible à vivre. Les amours impossibles, toujours les meilleurs. Oui. Donc, on peut dire de ce roman que c'est un roman qui est très vivant, très touchant, qui est très respectueux des différences. Ça nous apprend à connaître l'autre sans le juger. Et ça nous apprend vraiment à connaître la culture là, juive orthodoxe. Donc, si ça l'intéresse, c'est vraiment un roman à lire. OK, parfait. Ensuite, il y a de Marie-Renée Lavoie, La petite et le vieux. La petite, c'est Hélène, une jeune fille de 8 ans. Elle rêve de vivre à une autre époque, de grands exploits, mais elle est contrainte à aller à l'école, à livrer les journaux le matin et plus tard, elle va travailler dans une salle de bingo. Hélène, elle vit dans un quartier populaire de la ville de Québec. Et dans ce quartier-là, il y a des personnages très colorés, différents, dont Monsieur Roger. Monsieur Roger, c'est un vieux qui boit de la bière toute la journée, mais qui, en même temps, il est toujours prêt à aider, disponible quand on a besoin de lui. Et il va avoir une amitié qui va se développer là, entre les deux, là, une amitié indéfectible. Et Roger va vraiment protéger là, Hélène. C'est un roman qui va quand même avoir des sujets un petit peu plus lourds, comme la pauvreté, l'alcoolisme, mais c'est vraiment traité avec humour, avec respect, avec entraide. Donc, c'est vraiment très intéressant, puis on s'attache au personnage. J'ai l'impression, juste en vous écoutant parler, là, que peut-être l'âme ou le thème, peut-être du personnage principal qui est Hélène, la petite Hélène, un peu la difficulté de s'établir dans la société, un peu de trouver son rôle, de se dire qu'est-ce que je fais là, pourquoi tout est la même chose à tous les jours. Puis, oui, de trouver sa place et de grandir dans un environnement qui n'est pas nécessairement facile. Très intéressant, ça. Oui. Parfait. Le prochain? Et c'est un roman de Sonia Alain. C'est L'amour au temps de la guerre de 100 ans. C'est un roman historique qui se déroule pendant la guerre de 100 ans au Moyen Âge. C'est une guerre qui oppose la France à l'Angleterre afin de déterminer qui va hériter de la couronne de France. Okay. Les deux personnages principaux, Anne de Vallière et Geoffrey de Knox, c'est un couple, ils sont mariés et eux devront faire face à des complots, des trahisons, des ennemis. Il y a plein de péripéties qui se passent pour qu'ils puissent défendre leur territoire, leur famille et tout ça. C'est un roman qui fait suite à son premier roman, qui est Le Masque du Gerfaut. Est-ce qu'on doit le lire pour comprendre le deuxième? Il n'est pas nécessaire. Au début, il y a un petit prologue qui donne quand même les explications. Okay. On ne dit pas tout du premier roman, mais on donne quand même les explications. Mais c'est certain que si on commence à lire la série, il serait préférable de commencer avec celui-ci parce que c'est vraiment le début de l'histoire des deux personnages. Mais comme... Avant qu'ils soient mariés? Avant et pendant le mariage. Okay. Et c'est toujours pendant la guerre de 100 ans. Et ça, ils ont déjà un enfant et c'est la suite. Okay. Mais moi, j'ai commencé par lui. Je l'ai découvert avec ce livre-là. Et ensuite, j'ai été lire celui-ci. Ah oui? Donc, ça se fait un ou l'autre là, à ce moment-là. Donc, c'est un roman d'amour? Roman d'amour, mais historique, puis assez réel dans sa présentation de l'époque. Okay. C'est peut-être moins rose bonbon, là. Donc, on rentre dans un autre univers avec ça. Complètement, oui. Très intéressant. Bien, merci à vous deux de vos suggestions. C'est sûr que pour le temps des fêtes, là, souvent, on a un petit congé. C'est bien d'aller s'écraser dans des grosses doudous avec un chocolat chaud puis un bon livre. On aime ça. Alors, merci beaucoup. Puis on vous revoit la prochaine fois pour d'autres suggestions. Oui. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci. Merci. Attention, les passionnés de trains électriques, j'ai avec moi en studio M. Jacques Legault. Bonjour. Bonjour. De Jacobi. Ça fait plaisir. Ça me fait plaisir aussi. Alors là, bon, par où commencer? Vous êtes un passionné de trains électriques. Vous l'avez toujours été. Et vous êtes rendu jusqu'à vous construire un magasin, un club de trains électriques. Tout à fait. Qui s'appelle Jacobi. Alors, comment est-ce que tout ça a commencé? Oui. Bien, en fait, c'est une passion enfouie de l'enfance qu'à un moment donné, quand on arrive à un certain âge, on a du financement disponible. Puis là, on réalise, dans le fond, avec le cœur d'enfant, dans un cadre d'adulte, avec des capacités d'adulte, on réalise notre passion. Puis
ça vire assez grand. C'est une passion qui se développe beaucoup. Puis les trains, c'est illimité, c'est formidable. Et justement, c'est avant de vous rendre où vous êtes rendu, vous avez commencé par acheter des petits trains, faire ça chez vous. Vous avez même transformé une partie de la maison au complet pour votre passion. Oui, effectivement. J'avais mon petit garçon de 4 ans, dans le fond, c'était le vrai déclencheur, ça a été mon petit garçon de 4 ans. On voulait faire une activité ensemble. Je voulais faire une activité avec lui puis qui grandirait dans cette activité-là. Puis c'est là que les trains sont apparus comme étant le hobby par excellence pour faire ça. Il y a plusieurs sortes de trains. Là. Oui. Il y en a des petits, il y en a des gros. Il y a plusieurs échelles. Là. Vous êtes à l'échelle haut, mais c'est pas comme ça que vous avez commencé. J'ai commencé avec la moitié de l'échelle. On appelle ça HO, half of O. C'est vraiment comme ça que ça se convertit. Et puis, je trouvais ça un petit peu... Il y a beaucoup de HO. La majorité des clubs qu'on a au Québec, c'est du HO. Puis, je trouvais ça trop fragile, trop difficile à manipuler, surtout pour un enfant. Et puis, quand j'ai été à l'Expo Train à Laval, à l'époque, c'est un Expo Train à Georges Vanier, qui a lieu 2 fois par année, puis ça roule depuis des années. C'est là que j'ai découvert l'échelle haut. Puis là, je suis tombé en amour avec cette échelle-là. L'échelle haut, là... C'est 1/4 de pouce au pied. C'est une conversion directe de... Chaque pied vaut 1/4 de pouce à l'échelle. Et puis, c'est assez dimensionné. Là. Une locomotive peut avoir jusqu'à 36 pouces de long. Là, vous avez plus de place dans la maison à un moment donné? Non, c'est ça. Fait que là, c'est sûr, quand j'ai commencé ça, là, je suis tombé un peu fou. Puis, j'avais dit à mon épouse, à l'époque, on avait une maison semi-détachée qui était tout à fait correct. Mais c'est quand j'ai vraiment tombé dans les trains, puis j'ai décidé de commencer un commerce, j'ai dit à mon épouse, écoute, la maison est trop petite, il faut qu'on vende. Puis elle a dit, pourquoi? Bien, j'ai dit, il n'y a plus de place pour les trains. C'est comme ça. Fait qu'on a vendu, on a bâti une maison. Dans la nouvelle maison, il y a 1200 pieds carrés qui est pour les trains. Fait que c'est comme ça que j'ai parti. La passion, je l'ai développée encore plus des trains. Fait que je faisais un petit commerce comme ça, puis on avait bien du plaisir. Je faisais la maquette avec mon garçon, puis des clients venaient. Puis c'est comme ça que là, on a décidé. Moi, je disais, ça peut aller tellement plus loin, ça serait plus le fun d'être un groupe puis d'avoir du plaisir. Puis parmi les clients, c'est comme ça qu'on a été chercher l'idée de créer un club avec des membres. Avec d'autres passionnés qui s'amusaient avec vous à créer des maquettes. Mais ça ne pouvait pas se faire chez nous. Non. Fait que là, c'est là qu'on a transformé le commerce temporaire, si on veut, par un commerce en bonne et due forme qui est établi sur le boulevard de la Concorde à Laval. D'accord. Alors là, ce commerce-là, vous vendez des trains, vous vendez on a des de tout maintenant. Au début, quand on a commencé, c'était uniquement les trains, les décors, les accessoires, tout ce qui était possible de penser qui pouvait entourer, améliorer le fonctionnement du train, faire les décors, ainsi de suite. Donc, on a commencé avec ça. Puis aujourd'hui, on est ce qu'on appelle une ligne complète. On couvre tous les hobbies qui existent, que ce soit du téléguidé, du train du bateau, et ainsi de suite. Et le club se situe sous le magasin. Fait qu'il y a 1500 pieds carrés qui est réservé au magasin et sous le magasin, il y a 1500 pieds carrés qui est réservé pour le club de train. Donc, lorsque vous vous rencontrez, le club, vous travaillez sur les maquettes. Qu'est-ce que vous faites? Oui, bien, il y a plusieurs choses. C'est sûr que c'est très structuré parce que, bon, ça prend... on peut pas se lancer comme ça puis faire des maquettes. Chaque personne décide ce qu'il fait. Vu qu'on est un groupe, il faut qu'il y ait une coordination. Il y a des choses qui vont être prises en main. Fait qu'on a des comités qui sont faits selon les thèmes. On a des thèmes de ville, campagne, montagne industrielle, ainsi de suite. Et puis là, les membres décident dans quel thème ils veulent travailler. Il y a des budgets qui sont alloués aux différents thèmes. Donc, quand on fait des réunions, bien, on va décider justement comment on réinvestit les argents que les membres paient à tous les mois pour investir dans la maquette. Bien, comment on le fait, quelles dépenses on fait, ainsi de suite. Et puis, on fait des activités aussi. On a une maquette qui se promène, qu'on appelle la Jacobie mobile, qu'on peut amener à différents endroits, entre autres, la ville de Bois-des-Filions, la ville de Blainville prend la maquette une fois par année pour le temps des fêtes, dans des thématiques. Ouais. C'est bien, ça attire énormément de gens. Puis ce qui est très intéressant aussi, c'est que ça permet aux jeunes de découvrir quelque chose que nous, on a connu quand on était très jeunes, qui était un émerveillement total. Oui, tous les enfants voulaient ça. Puis... Absolument. Maintenant, c'est un jeu vidéo. Mais... Voilà. Puis il y a des alternatives. Le train, c'est hyper créatif. Ça permet
permet de créer, de faire des Créer choses. un monde alentour du train. C'est le train, mais c'est le monde alentour. La réalisation, prendre confiance, réaliser qu'on est capable de le faire. Quand on a formé le club, il y avait plein de gens. La majorité des membres n'avaient jamais fait ça. C'était juste des passionnés. Ils en rêvaient, mais ils ne l'avaient jamais fait parce qu'ils disaient « Oh, je suis pas capable. » Mais finalement, le club, ça crée une synergie, ce qui fait que tu en as qui ont plus d'expérience que d'autres, puis on transfère cette expérience-là, puis ces gens-là font des réalisations extraordinaires. Mais là, puis ça va être tellement belle, vos maquettes et tout ça. J'imagine qu'il va y avoir un événement ou quelque chose qui s'en vient pour qu'on puisse le voir. Tout à fait, tout à fait. C'est la première fin de semaine de décembre, les 2 et 3 décembre, qui s'en viennent. Et puis, ça va être au 1622 de la Concorde-Est à Laval. Une espèce de porte ouverte, là. C'est une porte ouverte. Okay. C'est le seul moment de l'année où on peut voir la maquette dans ses plus beaux atours. Là, c'est vraiment... l'éclairage est spécial, tout le fonctionnement, elle fonctionne au complet. C'est quelque chose à voir. Le décor, justement, ça va ressembler à quoi? Bien, les décors, on a un peu... on a de la montagne, on a de la ville, on a de l'industriel, on a un ciné-parc avec l'écran géant qui fonctionne, le son, tout. On a une cascade d'eau. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez mis un iPad? Un petit LCD dans une montagne. En tout cas, c'est vraiment... Ça vaut la peine d'être vu. C'est tout en miniature, c'est tout à l'échelle d'un quart de pouce. C'est le fun parce que c'est gros, on voit tous les détails. Impressionnant. Ça bouge de partout. C'est vraiment impressionnant. C'est créatif, c'est super impressionnant. Puis, je dois ajouter que c'est possible, à peu près sûr que ça va être la dernière fois qu'on va voir la version de la maquette comme elle est, parce qu'on prévoit déménager en 2013 pour des bonnes raisons, parce qu'on veut aller dans plus gros. Donc, encore plus gros? Oui, tout à fait. Donc, on reste à Laval, mais on va se localiser dans un pied carré beaucoup plus grand. Puis ça va permettre d'avoir la maquette, elle va grossir encore plus. OK, elle ne sera pas détruite. Non, c'est ça. J'espère que non. Non. Merci beaucoup. C'est vraiment très passionnant. Donc, encore une fois, si on veut avoir plus d'informations, est-ce qu'il y a soit un numéro de téléphone ou un site Internet où on peut vous contacter? Oui, il y a toujours le numéro de téléphone, le 450-667-9988, ou bien le site Internet www.jacoby.com. Très bien, M. Legault. C'est un plaisir. Merci beaucoup, Vanessa. Restez là tout de suite après ces courts messages, votre vitrine communautaire. Vous êtes de retour juste à temps pour votre vitrine communautaire. On souhaite maintenant la bienvenue à Muriel Leclerc. Bonjour. Bonjour, Madame Vanessa. Alors, vous êtes ici du groupe Amis des Petits Frères de Laval. Ah oui. Je ne connais pas ce groupe. Qu'est-ce que c'est? Nous, notre mission, c'est d'accompagner les personnes âgées seules de plus de 75 ans. Souvent, ce sont des personnes qui n'ont plus de famille ou qui ont une famille qui les a délaissées. Okay. Alors, on s'en occupe jusqu'à la fin de leur vie. On les accompagne même à l'hôpital. Ça m'est arrivé, de veiller à une personne qui était à la fin, les derniers jours. C'est très important. Oui. Donc, de quelle façon est-ce que ces gens-là peuvent aller chercher de l'aide, justement, de votre part? Bien, souvent, ils sont référés par les infirmières qui vont à domicile. Ou parfois, ils appellent. Oui. Les personnes appellent elles-mêmes le numéro de téléphone que je pourrais vous laisser à la fin. Oui. Et le site aussi. Donc, quand on dit les gens qui sont seuls, vraiment seuls, aucune famille, ou est-ce qu'il y a des gens qui... Parce que les personnes âgées, même s'ils ont quelques membres de leur famille qui sont près d'eux, ils se retrouvent quand même très seuls. Oui, parfois, c'est parce que les enfants sont loin. Oui. Ou il y a eu des petits drames de famille. Donc, il y a eu une coupure entre les parents et les enfants. Okay. Ou souvent, ils n'ont pas eu d'enfants. Okay. Alors, ils se retrouvent avec un frère, une sœur qui est plus âgé qu'eux, donc qui ne peut même pas les visiter. Oui, non, je comprends. Puis, en fond, vous êtes combien dans le groupe des amis? Dans le moment, on est rendu à 26 vieux amis à Laval. Oui. Puis 42 bénévoles. J'en ai encore déjà 2 à rencontrer vendredi. Ça va bien, oui. C'est ça. Donc là, vous avez dit qu'une des exemples que vous faites pour les aider et les accompagner, c'est par exemple là, à l'hôpital. Mais pouvez-vous donner d'autres exemples de ce que vous faites? On a à peu près, on pourrait résumer ça en 4 volets. Okay. D'abord, ce qu'on priorise, c'est le jumelage. C'est-à-dire qu'un bénévole
est jumelé avec une vieille personne. Il s'engage à la visiter, créer un lien affectif avec cette personne-là en la visitant toutes les semaines. OK. Et puis ensuite, on a les événements. Comme on veut créer une famille autour d'eux, bien, qu'est-ce qu'on fait dans une famille? On souligne les principaux événements dans une année. À Noël, Pâques, la Saint-Valentin, la fête des aînés, on fait un pique-nique l'été. Bon, on fait tout ça. Ensuite, troisièmement, on les amène en vacances. Parce qu'à Oka, il y a une maison de vacances, un beau grand chalet qui porte le nom de Juliette Huot, parce que ça a été une bénévole, une marraine même, des petits frères il y a plusieurs années. Alors, on les amène là pendant 5 jours. Ah, ils adorent ça. Ah, la plage. Oui. Bien, il n'y a pas vraiment de plage parce que c'est sur le bord du lac des Deux-Montagnes, en hauteur. Mais, la vue. Oui, la vue, puis le chalet à lui-même est magnifique. Puis d'être avec plusieurs personnes aussi. Oui, ils se créent des liens. Après ça, ils aiment se revoir pour un autre séjour. Puis, ils ont l'occasion d'y aller 2 fois par année à cet endroit-là. Donc, 75 ans et plus pour participer. Oui. Et on peut juste appeler ou être référé par une infirmière. Donc, ça, ce sont les façons de participer. Oui. Est-ce que ça coûte quelque chose pour ces personnes âgées-là? Non, c'est pas un sou. Même si parfois... il y en a qui ont des sous, puis ils voient le prix de l'essence, puis ils voudraient nous donner de l'argent pour payer l'essence parce qu'on les a amenés. Okay. Non, tout est gratuit pour eux. C'est pour ça qu'il faut faire des activités de financement. OK, parlez-moi de vos activités de financement, justement. On est à la recherche de responsables, justement, parce que nous en avons un, mais il doit laisser parce qu'il est engagé de façon trop large dans son bénévolat. Alors, il faut faire des sollicitations de donateurs et organiser des activités de financement. Comme l'an passé, on a fait un quilloton qui a rapporté assez bien, mais il faut le refaire à chaque année, hein, parce que ça coûte des sous, tous ces repas qu'on organise. Oui, toutes les activités. Là, vous avez parlé que vous soulignez les grandes fêtes, donc... Oui, on va au restaurant. Comme à Noël, on va les amener au restaurant. Alors, ça coûte des sous. On a fêté le 50e anniversaire, hein, parce que ça fait 50 ans que les petits frères existent. Oui, j'allais le mentionner. Félicitations. Ça vient de se passer, hein, l'anniversaire. Oui, le 50e, c'est du mois d'octobre 2012. 50e au Québec. Alors, il y a eu un livre qui a été publié. On n'a pas besoin de le montrer. Oui, non, je vais le montrer. Alors, ce livre-là, qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur? Ça relate l'histoire des petits frères au Québec, mais en racontant des histoires, des témoignages. Tiens, justement, notre marraine au Québec, c'est Mme Béatrice Picard. Puis, on est chanceux parce qu'elle habite à Laval, en plus. Oui, on a un petit modèle ici. Oui, c'est ça. Alors, c'est ça, on rencontre l'histoire à travers des histoires. Oui, voilà. Fait que c'est ça. Ça a été publié par le siège social de Montréal, cependant. Mais moi, j'étais très contente de lire tout ce qui s'est passé là-dedans. Absolument. Mais en plus d'avoir besoin d'un bénévole responsable du financement, on a besoin aussi d'une personne qui serait responsable des communications. D'accord. Parce qu'en fait, là, c'est elle qui aurait dû venir ici. Non, mais non, on aime ça vous avoir ici, on est content. Mais c'est ça, parce que là, c'est tout le monde un peu qui s'occupe des communications, hein, les liens avec les médias, journaux, télé, ou un site. On va avoir un site web? Un site web, oui. Alors, il faut l'alimenter. Alors, voilà, on a besoin de ces deux. Si vous connaissez des personnes... Donc, on est à la recherche de 2 bénévoles et même plus aussi pour peut-être faire un jumelage là, avec... Ah oui, ça, on n'a pas de difficulté. Ça arrive toutes les semaines, on a des noms, des gens qui nous appellent. Mais ces 2 responsables-là, là, si vous connaissez des personnes qui épousent notre cause et qui auraient des habiletés particulières, là. C'est un appel à tous. Oui, c'est un appel à tous. Alors, félicitations encore une fois, bien sûr, pour le 50 ans. Qu'est-ce que vous avez fait de spécial? À part le livre, il y a eu une soirée. Oui, hein? On a eu un dîner au Château Taillefer-Lafont à Laval. Alors, les vieux amis étaient super enchantés. Ça leur fait du bien. Hein? Parce que nous, on ne veut pas juste voir à leur bien-être matériel. On veut que... C'est pour ça que notre devise, c'est des fleurs avant le pain. Autrement dit, on sait que les vieux amis peuvent avoir une pauvreté matérielle, mais nous autres, on veut leur donner la tendresse, le plaisir, les fleurs qui ne sont pas toujours nécessaires, mais qui alimente oui, le bonheur très important. des gens. On ne peut pas tout faire, mais au moins ça, c'est tellement bien. Oui. Fait que pour le 50e, ce dîner-là, ça a été une belle fête. J'imagine pour eux rentrer dans le Château Taillefer. Ils trouvaient ça beau. Puis on avait un accordéoniste qui est bénévole, qui nous a joué de la belle musique de l'époque de ces gens-là. Super. Puis à Montréal, bien, il y a aussi la grande fête, le bal, qu'ils ont appelé ça.
samedi passé, ça fait juste une semaine. Ça s'est bien passé aussi? Ah, mais ça, là, c'était merveilleux. Il y avait 600 personnes. D'accord. Vous, Mme Leclerc, ça fait combien de temps que vous participez au groupe Amis des Petits Frères de Laval? Bien, à Laval, ça fait juste 1 an qu'on a démarré. Mais moi, personnellement, ça fait 10 ans que je suis bénévole chez les Petits Frères parce que j'allais à Montréal. On amenait nos vieux amis de Laval ou de ceux de Montréal. Mais qu'est-ce qui vous a incité à devenir bénévole pour cette cause en particulier? Ah, j'ai toujours eu de la compassion pour les personnes âgées. Quand je travaillais, je me disais toujours, à ma retraite, je vais aller vers les personnes âgées. Et j'ai commencé quand j'étais en retraite progressive et j'ai accroché. Ça fait déjà 10 ans. Et là, je remarque aussi que vous avez une petite fleur sur vous. Oui, c'est la fleur de Seringa. C'est la fleur symbolique des Petits Frères des Pauvres. Depuis 1993, c'est le maire Jean Doré de Montréal qui avait offert ça aux Petits Frères des Pauvres. Et c'est devenu la fleur symbolique. On la remet chaque année lors de la Semaine des Aînés. On la trouve aussi sur le livre dont on a parlé, la petite fleur. C'est ça. Et vous offrez aussi des cadeaux. Vous les gâtez, hein, vos bénévoles? Nos vieux amis, pas les bénévoles, non. OK, pardon. Nos vieux amis. Oui, à chaque Noël, cadeau leur est remis. Ça a été déjà un coussin avec un beau texte qui a été composé, imprimé dessus. Ensuite, pour la fête du 50e, dernièrement, on a remis à chacun un pot qui est un pot en plastique pliable et vraiment particulier, avec une rose dedans. Avec une belle fleur. Oui. À chaque Noël, ils reçoivent un cadeau. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour vous aider? Est-ce qu'on est capable de faire des dons aussi? Oui, vous avez le droit de faire des dons qui rentrent sur le rapport d'impôt, là. OK. Donc, ça, on fait ça avec le site Internet qui s'en vient? Oui. Est-ce qu'il est déjà créé? Oui, il est créé, mais là, je ne sais pas par cœur. Je sais l'adresse du courriel et le numéro de téléphone, mais là... On va le passer dans le bas de l'écran, c'est de la magie, voilà. Merci. Très bien. Alors, bien, merci beaucoup pour toute cette belle information et bonne chance, bien sûr, dans tous vos projets et activités. Merci beaucoup. Beau travail. Merci. Au revoir. Au revoir. Il y a 2 semaines, nous avions reçu Angela et les apartistes pour parler du Forum social Laval. Bonjour. Bonjour. Et bonjour Mathieu qui se joint à nous aujourd'hui. Alors, on va encore une fois parler du Forum qui s'en vient. C'est bientôt, dans une semaine à peu près. Oui. Quelle date? Du 16 au 18 novembre, donc la fin de semaine prochaine. D'accord. Alors, on avait surtout parlé la dernière fois, puisqu'on avait des apartistes avec nous, de la programmation, de la soirée, le spectacle. Mais c'est quand même tout un horaire autour de tout ça. Et là, on va pouvoir en parler plus en détail. Oui. Donc, c'est du 16 au 18 novembre. Il va y avoir, donc, pendant toute la fin de semaine, des activités auxquelles les citoyens et citoyennes sont invités à participer. Donc, on parle d'une 50aine d'ateliers, une 30aine de kiosques et une 10aine de spectacles qui vont avoir lieu pendant la fin de semaine. Tout ça, c'est surtout pendant la journée de samedi et dimanche. En plus de ça, la soirée de vendredi, on a une soirée d'ouverture assez chargée, vraiment avec une belle programmation. Qu'est-ce qui se passe à la soirée d'ouverture? On va voir les apartistes qui vont être là, tout d'abord. Il va y avoir aussi une conférence de Gabriel Nadeau-Dubois ainsi que de José Legault, qui vont nous faire une conférence, et un spectacle de Samian, donc qui est un rappeur algonquin, qui va venir faire un spectacle pendant cette soirée-là. Et toute cette belle soirée va être animée par Manon Massé, qui est une travailleuse du Centre des femmes de Laval. D'accord. Alors ça, c'est la soirée d'ouverture. Pendant la journée, le vendredi, est-ce qu'il y a quelque chose ou ça commence vraiment avec cette soirée-là? L'accueil commence à 17h, mais la soirée est à 18h. Très bien. Et ensuite, là, on a parlé d'ateliers, d'activités. Pouvez-vous me donner des exemples? Absolument. Bien, dans les ateliers, il faut savoir qu'il y a plusieurs types d'ateliers. La plupart de ces ateliers-là sont offerts par des groupes ou des citoyens de la région ou d'ailleurs qui ont eux-mêmes décidé de proposer un atelier. C'est pour ça qu'on en a une 50aine. Qui est donc engagé dans une certaine cause. Dans une cause ou dans un projet ou qui veulent partager une expérience ou qui ont une expertise dans un sujet particulier et qui veulent partager ça avec les autres. C'est encore vague. J'aimerais des exemples. Oui, par exemple, on a... croustillant. Ben oui. Ah, ben là, on ne va pas encore dans le croustillant. Prends notre temps. Mais donc, on a des groupes, par exemple, qui travaillent en solidarité internationale, qui veulent former un comité de réflexion à Laval sur la solidarité internationale. Donc, il y a un atelier là-dessus. Les impacts du casier judiciaire. Un groupe Sagesse en action qui travaille avec des femmes aînées. Comment connaître son empreinte écologique, par exemple, l'impact qu'on peut avoir sur l'environnement. Oh, c'est intéressant. Absolument.
l'alimentation et les changements climatiques. Donc, on a quand même plusieurs thématiques, l'environnement, la pauvreté, la justice. Sur les enjeux. La démocratie, donc sur différents enjeux comme ça. Mais ça, l'idée, c'est que ce sont des groupes qui l'ont proposé eux-mêmes. Donc, c'est pas nous qui sommes allés les chercher. C'est eux qui ont dit, nous, on veut offrir ça à la population. D'accord. Ça, c'est un type d'atelier qu'on a. OK. On a aussi des ateliers de quartier. Là, les citoyens et citoyennes vont pouvoir se rendre dans cet atelier-là. Disons que moi, j'habite à Chamédé. Je vais dans l'atelier de Chamédé, je vais pouvoir discuter un peu des enjeux qui me touchent dans mon quartier très concrètement. OK. Donc, pour 7 territoires de la région de Laval, vous allez pouvoir aller selon où vous demeurez et ou là où vous vous impliquez. Est-ce qu'on va vraiment se faire entendre? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens, justement, à Chamédé. Je veux dire, parmi ceux qui participent, si on se retrouve un groupe de 20 personnes à avoir une discussion, on a peut-être moins visibilité ou vraiment c'est plus intime, les groupes? Bien, en fait, les groupes, ce sera les gens qui se présentent là. Il n'y a pas de consigne quant au nombre. Alors, plus on est, mieux c'est. Mais on a des animateurs, animatrices très qualifiés qui savent comment faire susciter la parole, que ce soit en grand groupe ou en petit groupe. Donc, on veut vraiment que ce soit un espace de prise de parole. Vous allez pouvoir dire il y a quelqu'un qui gère quand même la conversation, qui est très bien. Et l'objectif de ces ateliers-là, c'est de créer une étincelle aussi, que quelque chose démarre dans cet atelier-là pour qu'éventuellement les citoyens de ce quartier-là puissent développer des projets ensemble, peut-être créer une concertation dans ce quartier-là. Donc, ça ne va pas s'arrêter après 1h15 d'atelier. Ensuite de ça, ils vont pouvoir peut-être s'impliquer dans des projets dans leur atelier, dans leur quartier. La mission du forum, c'est de faire développer des projets, des idées là, pour que ça déboule de ces conversations-là. Le dernier était il y a 3 ans, votre forum? Oui, absolument. Et puis, est-ce que vous avez eu justement des réponses positives de ce genre-là? Oui, bien, on a encore des projets qui perdurent depuis ce temps-là, depuis 3 ans. On a des initiatives citoyennes qui en sont ressorties, des groupes de gens qui ont dit « Nous, on veut continuer à travailler là-dessus ». Par exemple, dans 2-3 quartiers, il y a eu des fêtes de quartier qui ont été démarrées à ce moment-là. Les gens disaient « On a besoin de rencontrer nos voisins, nos voisines, on se connaît pas, des fois on a peur. » On est tellement techno aujourd'hui que c'est ça. Dire bonjour à notre voisin, c'était dans les années 70. Non, on le texte ou on l'écrit sur Facebook. Sors tes poubelles! Fait que l'idée, c'était vraiment de créer un party, mais pas juste un party, un lieu de rencontre, d'échange aussi plus profond. Fait que, par exemple, ça, c'est un projet qui est ressorti, puis ils en sont à la 4e édition de la fête, depuis le dernier forum. Super! Il y a un nouvel organisme qui est né grâce au forum social, qui s'appelle le Quartier vert du Marigot. Une gang de citoyens qui ont dit, nous, on trouve qu'on a besoin de ressources environnementales dans notre quartier. Il y a des beaux services offerts par la ville, mais dans notre quartier, c'est un peu difficile d'accès. Ils ont démarré un nouvel organisme, puis ils travaillent encore très fort à se trouver un local, du financement. Mais ça, ce sont des résultats, justement, des groupes là, de quartier. Là. Oui. Donc, vous avez dit qu'il y avait plusieurs sortes d'activités. Vous en avez nommé 2 types. Est-ce qu'il y en a d'autres? Il y en a encore d'autres. Oui, il y a les chantiers régionaux aussi. Parce qu'on a donc créé 5 chantiers régionaux qui sont répartis par thème. Donc, 5 thèmes que les citoyens vont pouvoir aborder ensemble et dont l'objectif est d'y aller sous forme de constat, solution, action. Donc, d'identifier des trucs qui peuvent aller mal par rapport à ce thème-là ou des problématiques qui soient améliorées. Les 5 thèmes? 5 thèmes. On a donc le logement, la sécurité alimentaire, l'aménagement durable du territoire, les luttes sociales et l'immigration. Oui. D'accord. Ce sont les 5 thèmes sur lesquels donc, les citoyens vont pouvoir discuter, trouver identifier un problème, trouver des solutions et sur quel projet ils aimeraient s'impliquer pour pouvoir améliorer cette problématique-là. Alors ça, c'est intéressant et c'est ce qui, en 2009, a permis de mener à des projets concrets qui ont perduré, dont certains sont encore en place aujourd'hui et qui va permettre pour 2012, donc on l'espère, aux citoyens de développer des nouveaux projets sur les préoccupations qui leur tiennent à cœur. Ça fait beaucoup d'activités, tout ça. J'imagine qu'il y a une cédule que les gens vont pouvoir se procurer sûrement en entrant au forum. Là. À l'accueil, il y aura un cahier de programmation avec l'horaire et une description aussi pour chaque atelier, une liste des kiosques qui vont être disponibles, la programmation artistique, parce qu'il y a un volet artistique aussi. Donc, c'est un beau cahier que vous allez recevoir à l'accueil, puis qui est intéressant à consulter pour programmer, mettons, demain midi, qu'est-ce que je vais faire, ou demain après-midi. Voilà. Cet horaire-là est aussi disponible sur le site Internet, toutefois, mais pas le cahier de programmation. Donc, le cahier de programmation, c'est le privilège des personnes qui sont inscrites au Forum social. Le site Internet, c'est le? www.forumsocialdelaval.org. Donc, on peut aller chercher de l'information là-bas. Oui. Donc, j'ai l'impression que le Forum social, ça peut vraiment interpeller n'importe qui, peu importe l'âge ou de tous les secteurs de Laval. Donc, comment on fait pour participer? Est-ce qu'on
combien ça coûte? Est-ce qu'on fait juste se rendre là? Est-ce qu'on doit réserver? Bien, nous, on est en inscription depuis le mois de mai, mais c'est encore le temps de s'inscrire. Ce n'est plus possible de le faire en ligne, mais en vous présentant au Collège Montmorency, puisque le Forum social est au Collège Montmorency, c'est important de le dire. En vous présentant à l'accueil, c'est possible de vous inscrire sur place. Pendant le forum? Pendant le forum, oui, pas tout de suite. Pas en regardant l'émission, mais... C'est ça. Donc, du 16 au 18 novembre, Ouais. à l'accueil, les frais d'inscription sont de 5 pour toute la fin de semaine. Pour Donc, toute la fin de semaine, ça inclut les spectacles et... Oui. Spectacle, participation à tous les ateliers que vous voudrez. Donc, c'est vraiment... Pas par jour, là. Pour les 3 jours. Et c'est une contribution qui nous permet à nous de tenir ce forum. Vous allez payer vos affiches. C'est vrai. Ben oui, non, c'est une belle contribution. Oui. Donc, voilà, on invite les gens à se présenter sur place. Mais c'est sûr que ça n'a pas l'air d'un très gros montant. Et ce qui nous permet de ne pas charger cher aux gens, c'est parce qu'on a de nombreux commanditaires et partenaires qui ont rendu possible cet événement-là. Comme qui, par exemple? Juste quelques exemples. On a plusieurs commanditaires. Il y a Centraide qui a fait dont le programme Service Canada qui contribue au Forum social. Pour l'implication des aînés au Forum social de Laval. La CDC de Laval aussi qui fournit une grande partie du budget du Forum social. La Conférence régionale des élus, l'Agence de santé et services sociaux. Vous êtes très bien supportés. Oui. Heureusement, oui, c'est nécessaire pour un mouvement citoyen comme celui-là. C'est vraiment très intéressant. J'espère que vous allez pouvoir le faire plus qu'aux 3 ans. J'aimerais ça que ce soit un projet annuel. Ça serait très intéressant. C'est beaucoup d'énergie. Oui. C'est beaucoup de travail, j'imagine. Ouais. C'est qu'on recherche des espaces de prise de parole citoyenne comme ça. Puis c'est pour ça qu'on le fait. C'est sûr que plus il y en aurait, le mieux ce serait. Génial. Alors, juste avant de te laisser, j'aimerais glisser un mot là, sur l'exposition Habiter des villes durables qui s'en vient bientôt. Alors, nous avons fait un partenariat avec l'Écomusée du Fier-Monde, qui est un musée qui travaille beaucoup en éducation populaire. Et on sait que l'environnement, c'est une question particulièrement sensible à Laval. Alors, on a monté une exposition avec les thèmes, le logement, la consommation et le transport, qui sont donc 3 thèmes qui sont liés à l'environnement. Et on a monté une belle exposition que vous pourrez voir d'ailleurs au Forum social. Elle est au Collège Montmorency, justement. En fait, l'exposition est là du 14 au 22 novembre, mais toute la fin de semaine du Forum, vous pourrez passer la voir. Intéressant. Oui, et ce sera une exposition même interactive. Vous pourrez laisser votre trace dans l'exposition. Donc, on pourrait peut-être aller à l'exposition avant le Forum, puis ensuite aller s'engager, être plus informé pour aller s'engager dans des discussions là, justement sur l'environnement. Définitivement. Se préparer un petit peu, là, à savoir de quoi on parle. Oui, bien oui. Puis juste en lien avec ça, directement, c'est intéressant de souligner aussi le partenariat avec la Société de transport de Laval, qui nous fournit le transport en autobus dans les lignes régulières de la STL gratuitement pour la fin de semaine du Forum. Donc, du vendredi soir au dimanche après-midi, si vous participez au Forum social, vous avez un laissez-passer qu'il faut se procurer et vous le présentez au chauffeur d'autobus et c'est gratuit. Des bonnes nouvelles. Voilà, on souhaite que ce soit un événement éco-responsable, donc de réduire le plus possible notre empreinte écologique. Super. Alors, c'était une invitation à tous. Encore une fois, peut-être me donner le site web et les coordonnées. www.forumsocialdelaval.org. Très bien. Un téléphone? Oui. 450-978-2388. Alors, le tout se passe au Collège Montmorency. Par quelle entrée? L'entrée principale. C'est la meilleure entrée pour entrer. L'entrée des étudiants. l'étudiant. Génial. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Bonne chance pour le forum. Merci. J'ai maintenant en studio Andrew. Bonjour. Enchanté, merci. Isabelle. Bonjour. Vous êtes ici du Forum Jeunesse Laval. Alors, il ne faut pas mélanger ça avec ce qu'on vient d'avoir comme sujet. Là, vous, le Forum, en fait, c'est un groupe de jeunes qui parlent ensemble des enjeux qu'il y a sur le secteur de Laval. Oui, c'est ça. En fait, c'est un comité consultatif de la Conférence régionale des élus de Laval. Donc, c'est 16 jeunes bénévoles lavallois qui sont âgés de 15 à 35 ans, qui se rencontrent mensuellement pour discuter et prioriser des enjeux, des actions qui sont importantes pour les jeunes de la région de Laval. Donc, je comprends bien, vous êtes une ressource pour les jeunes lavallois. De quelle façon êtes-vous une ressource? Bien, en fait, nous, dans le fond, dans le cadre du Forum Jeunesse, on se rencontre une fois par mois, puis on discute, dans le fond, de tous les enjeux qui concernent les jeunes lavallois. Ça veut dire, ça peut être n'importe quoi. Je veux dire, qu'est-ce qu'on demande, qu'est-ce qui se passe? Et les jeunes ou les institutions, les organismes communautaires viennent nous approcher avec des projets ou des ententes et nous demandent, dans le fond, soit des subventions et des fonds.
Alors, c'est à ce moment-là, nous, on se rencontre, on discute, on se rencontre en comité. Et ensemble, on est quoi maintenant? 15, 14, 16 jeunes. On se rencontre, puis on en discute, puis on évalue, dans le fond, tous ces projets que nous recevons. Et vous choisissez des projets? Oui. En fait, nous, on reçoit les projets et on les évalue, puis on essaie de... Souvent, on va recommander des trucs selon... Pour améliorer le projet. Ouais. OK, vous allez aider à vraiment construire leur projet d'une bonne façon. Oui, c'est ça. Et là, justement, là, on parle de projet. Le Forum Jeunesse Laval lance un appel aux projets d'action, des projets d'action jeunesse citoyenne. C'est quoi des projets d'action jeunesse citoyenne? Mais en fait, les projets d'action jeunesse citoyenne, plutôt connus sur les AJC, c'est vraiment, au lieu que ce soit une ressource qui font un gros projet vraiment de quartier ou même régional, ça va être des jeunes entre 10 et 35 ans, en partenariat avec des ressources communautaires ou n'importe quelle autre ressource, qui veulent faire une action concrète dans leur quartier. OK. Donc, grosso modo, c'est un peu ça. Le Forum Jeunesse, on a débloqué des fonds de 10 000 $ pour donner aux jeunes et à les aider à réaliser leurs projets. Donc, vous n'allez pas réaliser combien de projets avec 10 000 $? Bien, il y a un maximum de 1 000 $ par projet qui va être alloué. 10 projets. Donc, quelles sont peut-être des idées de projets que vous avez déjà reçus dans les années précédentes qui ont fonctionné? Bien, un des projets qu'on a vraiment reçu, ça s'appelle Mon milieu et moi. Alors, Mon milieu et moi, c'est un projet qui a été initié par 2 jeunes du quartier de Vimont, en partenariat avec la maison de quartier de Vimont. Et ce projet-là consistait vraiment à amener les jeunes à créer une œuvre d'art commune qui représentait leur vision de Vimont à même leur quartier. Alors, avec le partenariat, ils ont travaillé ensemble pour réaliser, dans le fond, ce projet-là, envoyer, dans le fond, la demande au Forum Jeunesse. Évidemment, ça a été accepté. Les jeunes, dans le fond, dans le cadre du projet, ont demandé l'aide d'un professionnel des arts qui ont reçu des cours. Et avec ça, ils ont 12 jeunes, c'est 12 jeunes. Une douzaine de jeunes. Ouais, ont participé, dans le fond, à la réalisation d'une grande fresque ou une grande œuvre d'art qui représentait ce qu'ils pensaient, dans le fond, de Vimont. Oh, c'est intéressant. Avez-vous d'autres exemples, peut-être, d'un projet différent qui aurait fonctionné? Bien, par exemple, un projet d'action jeunesse citoyenne, ça peut être de nettoyer une rive ou un parc, ça peut être d'organiser un événement intergénérationnel, interculturel, aussi d'organiser n'importe quel événement, une compétition, c'est ça. Alors, est-ce que c'est facile d'être approuvé? Quels sont les critères d'admissibilité? En fait, les critères, c'est vraiment très simple. C'est rien de plus facile. Je veux dire, en premier lieu, il faut que tu sois âgé entre 10 et 35 ans. Évidemment, aussi, il faut vivre à Laval. Je veux dire, c'est le Forum Jeunesse Laval, il faut vivre à Laval. Et il faut que le projet en soi favorise la prise en charge du jeune et favorise aussi l'éco-citoyenneté. Je veux pas, donc le projet, faut que ce soit pas pire. Après ça, le projet en soi doit rejoindre un public cible. Donc, je veux pas, je veux dire, je finance pas mes propres études avec un projet au collège. Il faut que ça rejoigne les jeunes du quartier ou la population d'un quartier particulier. Oui. Par la suite, il faut que ce soit, comme je l'ai mentionné avec Mon milieu et moi, il faut que ça soit réalisé en partenariat avec une ressource communautaire ou une institution dans le quartier. Parce que si je suis un jeune tout seul, je veux dire, j'aimerais ça nettoyer mon parc, parce que je trouve que les gens, ils jettent beaucoup de choses là. Je trouve que ça représente pas mon quartier. Bien, je peux pas juste recevoir les sous, les fonds directement. Il faut que je sois en lien. Ça doit passer par un organisme? Oui. OK. Tout en collaboration avec un partenaire externe. Là, vous avez dit justement que vous les aidez à améliorer leur projet. Donc, justement, si le jeune a l'idée d'aller ramasser un parc ou quelque chose comme ça, mais c'est pas vraiment quel organisme pourrait l'aider pour recevoir ces fonds-là. Là, vous pouvez lui donner Oui, c'est ça. On peut lui donner des conseils. Donc, vous travaillez ensemble pour, dans le fond, améliorer. Exactement. Puis ce qui est important de mentionner aussi, c'est que le projet doit comporter au moins 2 actions qui sont en faveur du développement durable, en fait. Ça peut être soit de favoriser, par exemple, le développement d'aptitudes chez les jeunes, le leadership, l'autonomie, la confiance en soi, ou par exemple de favoriser des achats responsables, des achats locaux, équitables, biologiques. Très bien. Et la date limite pour pouvoir justement être admissible? C'est le 30 novembre, la date limite pour soumettre un projet. OK. Et on soumet le projet de quelle façon? C'est par l'Internet? Oui, par courriel. Vous avez toutes les informations au droitcité.qc.ca. OK. Alors, on remplit un formulaire où on explique le projet. Et une fois lancé, on attend et on a des nouvelles quand? Ça devrait prendre environ 3 semaines à 1 mois pour avoir un résultat. Ou vous allez là choisir 10 projets.
Oui, c'est ça. Un maximum, de 10 projets. D'accord. Évidemment, on invite, dans le fond, les gens ou les jeunes qui veulent réaliser ce projet-là à même contacter la CRE au préalable, avant, dans le fond, la date limite, pour que la CRE puisse travailler ensemble avec les jeunes, avec les intervenants ou les ressources communautaires pour faire en sorte que ce projet-là soit réalisé. Parce que ce serait très dommage que, mettons, le projet, on l'envoie à la date limite, puis il manquait une information, il manquait quelque chose, et malheureusement, on ne peut pas réaliser le projet. Alors, si on désire avoir plus d'informations, encore une fois, peut-être le site Internet? Oui, c'est le www.forumjeunesslaval.qc.ca. Génial. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Merci. Et bonne chance. Merci, au revoir. Merci à tous d'avoir été là. Merci bien sûr à nos invités, nos collaborateurs et à la Ville de Laval. Si vous désirez obtenir plus d'informations ou soumettre vos commentaires, le tout est possible à info@tvrl.ca. C'était Vanessa Ross qui vous souhaite de passer une excellente semaine et on se retrouve une prochaine fois pour un autre Laval en bref.